I'd like a pina colada, please. You speak French? Oui, un peu. C'est bien ça. Vous êtes en vacances seul? Oui, je suis seule. Partout. On le trouve partout. Des zones les plus arides aux rivages les plus peuplés. Au total, ils sont plus d'1 milliard de spécimens à migrer chaque année, aux 4 coins de la planète. Les transhumances saisonnières de ce mammifère appartenant au genre des hominidés créent aujourd'hui plus de 250 millions d'emplois et engendrent plus de 1000 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Et pourtant, très peu d'études scientifiques ont été menées sur ce bipède. Bien qu'identifié comme un descendant direct de l'Homo sapiens et qualifié par les paléoanthropologues d'Homo touristicus, on sait très peu de choses sur lui. On croit le connaître, mais on se contente de se moquer de lui, de le mépriser, trop souvent réduit à quelques clichés. Touristicus reste une énigme. Quand est-il né? Comment a-t-il évolué? À quoi ressemble son habitat? Comment se reproduit-il? Où trouve-t-il son plaisir? Quel est son régime alimentaire? Bref, qui est-il? Enquête au cœur de son territoire de prédilection. Une île ensoleillée transformée à la saison chaude en une gigantesque réserve à Homo touristicus. Pour mener ces recherches, 4 éminents spécialistes ont été missionnés sur place pour observer in situ des spécimens en liberté. Jackie Waldron est anthropologue. Professeure à l'université d'Oxford, cette héritière de Dian Fossey a répertorié les différentes sous-espèces d'Homo touristicus et a étudié leur impact sur l'environnement. Jean-Claude Kaufmann est sociologue au CNRS. Ce pionnier de la microsociologie s'est plongé dans l'examen des rites quotidiens de l'Homo touristicus, de ses habitudes alimentaires à son comportement amoureux, en passant par ses stratégies de survie en milieu tempéré. Yves Michaud, lui, est philosophe. Fondateur de l'Université de tous les savoirs, il s'est investi dans les différentes formes de plaisir de l'Homo touristicus et a consacré des journées entières de labeur à mesurer l'impact du tourisme de masse sur l'environnement. Enfin, Saskia Cousin, au laboratoire de sociologie de l'Université de la Sorbonne, à Paris. À la manière d'un Darwin, elle a étudié l'origine des espèces touristicus, leur évolution au fil des âges et les conséquences socio-économiques de leur extraordinaire propagation. Le tourisme, c'est considéré comme la première industrie de service au monde. Alors après, on peut discuter de la réalité des chiffres et comment ils sont construits. On considère également que c'est une industrie qui a égalité avec l'agroalimentaire, l'automobile ou l'industrie pétrolière dans le monde. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui génère beaucoup d'argent. Le touriste, c'est quelqu'un qui passe une nuit en dehors de chez lui pour des raisons non professionnelles. Donc à partir de là, vous avez toutes les sortes de tourisme. Vous avez du tourisme de vacances, des tourismes balnéaires, des tourismes de cure. Vous avez aujourd'hui du tourisme médical, vous avez du tourisme de guerre, vous avez du tourisme de découverte, du tourisme d'exploration, vous avez du tourisme sexuel, vous avez toutes les sortes de tourisme. Tout cela se mélange. Qu'est-ce qui fait que les gens partent en vacances? Que recherchent-ils quand ils sont en vacances? Je pense que ça dépend de chaque individu. Lorsque 20 personnes s'inscrivent pour le même voyage organisé, leur motivation ou leurs sentiments à l'égard de leur destination et leur vécu sont tous différents.
Je suis contente d'être en vacances, ça bien sûr, et donc je suis plus relax. Mais je crois que c'est le cas de tout le monde. のんびりしてるから Tu vois. 2 mots, moment exceptionnel. En fait, il faut être complètement à l'opposé de ce qu'on vit au quotidien. Quizás que cuando estás de vacaciones comes cuando tienes hambre, bebes cuando tienes sed y duermes cuando tienes sueño. For example, I haven't mobile. I don't look in my Facebook. I don't look in my mail. I forget about everything. And now only me, this Iceland, people around, nothing much. La liste des différentes sous-espèces semble sans fin. Très vite, néanmoins, un premier grand type d'Homo touristicus est identifié. L'Homo touristicus sportif. Principale caractéristique, un désir jamais assouvi d'exploration, d'aventure et de mouvement perpétuel. Voici Maria, spécimen emblématique de la sous-espèce sportive. Elle s'apprête à entreprendre une expédition de plusieurs jours autour de l'île avec un groupe de pagayeurs. C'est une formule de vacances qui permet à la fois de nouer de nouveaux contacts et de créer une ambiance de groupe. On a l'impression de faire partie d'un tout et d'expérimenter quelque chose de différent de ce que l'on a l'habitude de vivre. Beaucoup de gens, et plus même qu'il ne faudrait, peuvent gravir des sommets, visiter le désert. Je dirais que ce qui a changé le plus, ce ne sont pas les fondamentaux du tourisme. Ce qui a changé, c'est les moyens techniques et l'accessibilité d'arriver à ces expériences fondamentales. Maria et ses semblables affrontent l'élément marin pour passer une semaine bien loin de leur terrier d'origine et dans les conditions de confort limitées qu'offrent leurs frêles embarcations. Le temps des vacances, le temps du tourisme, c'est aussi l'envie de se dépasser, de réaliser des choses un petit peu extraordinaires qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie normale. D'autres Homo touristicus de la sous-espèce croisiériste se déplacent, eux, en essaim, à bord de gigantesques ruches flottantes, sur lesquelles tout est organisé pour satisfaire leurs moindres désirs. Sur l'île, les autochtones attendent avec impatience l'invasion des Homo touristicus croisiéristes. Ils savent qu'en quittant leur ruche flottante, ces touristicus voudront se dégourdir les membres inférieurs, visiteront les monuments, grappilleront quelques souvenirs et feront le miel des commerçants de l'île. Le tout en un temps record, avant de disparaître et d'aller butiner les îles voisines. Dans la nuée, nous repérons un mâle dominant, Jean-Marc, accompagné de sa femelle Nathalie et de quelques congénères. Cette année, c'était pas prévu du tout. On a fait un voyage d'abord en Inde et puis on s'est dit, bon, il nous reste quelques jours de vacances. On s'est dit, pourquoi pas une croisière? Mais c'est super sympa. C'est vraiment très, très sympa. Les gens qui descendent d'un navire de croisière, il y a une sorte de sécurisation du parcours. A priori, leur itinéraire est déterminé en fonction des possibilités de locomotion, des taxis, des commerçants qui s'inscrivent sur le circuit et qui veulent faire de l'argent avec tout ça. Donc l'offre va être calibrée pour lui. Donc il y aura du panorama pour lui spécialement. Bon, si en plus il y a une offre culturelle, ça peut en retenir certains et à ce moment-là, on va la calibrer spécialement pour eux. D'un naturel curieux, Touristicus tente parfois de s'extraire du troupeau pour aller à la rencontre de la faune locale. Hélas, cette tentative se solde le plus souvent par un échec. On ne s'affranchit pas aussi facilement des lois de l'espèce. Les vacances de rêve ne seront jamais une plage avec du sable blanc, avec des cocotiers, etc. Il faut que je puisse aller à la rencontre de gens. Il faut que je puisse échanger en fin de compte. C'est-à-dire qu'on m'apporte quelque chose et éventuellement je peux apporter quelque chose. Le touriste, de toute manière, il va chercher de l'exotisme, il va chercher l'autre. Bon, le problème, c'est que la situation est telle qu'il ne le rencontrera jamais.
Et que deux, l'autre en tant qu'autre, c'est pas difficile. C'est des problèmes qui se sont posés aux ethnologues dans les années 1910-1930. C'est que la rencontre de l'autre est quelque chose de pratiquement impossible. On ne se fait pas, on ne devient pas Dogon, on ne devient pas Maori, on ne devient pas Touareg. Les tours opérateurs ont la capacité d'imposer leurs conditions parce que finalement ils vont amener des masses de gens. Donc il y a une différence entre l'offre locale et puis l'industrie du tourisme derrière ou à côté qui elle trace des voies qui sont plutôt des autoroutes où là finalement tout le monde doit s'aligner. Troisième sujet d'étude, l'Homo touristicus sédentaire, localisable dans les gîtes du bord de mer. Une fois arrivé à destination, il recrée son chez lui et, comme le caméléon, s'adapte par mimétisme à l'environnement. Exemple avec Marilyn qui a mis au point une technique de camouflage pour se fondre dans le paysage. Je ne me considère pas vraiment comme une touriste, j'ai l'impression d'être chez moi simplement parce que j'ai mes ancêtres qui sont d'ici. Je ressens autre chose. Quand j'arrive, je pleure, quand je repars, je pleure. Je pleure pas tout le temps, mais je suis hyper émotive et du coup voilà, ça me fait mal de m'en aller. Et effectivement, à peine rentré dans son cocon, un coquet de pièces niché au cœur d'un lotissement, la touristicus sédentaire se rue sur le premier transat venu, à proximité d'une étendue d'eau. La station couchée sous les rayons du soleil stimule sa production de vitamine D et d'endorphine, l'hormone du plaisir. Ce mâle à toison argentée, lui, appartient à une autre branche de Touristicus. Animal social et jouisseur, il a pour particularité de ne jamais vivre reclus dans sa tanière, mais toujours entouré de ses semblables, ayant accompli la même migration saisonnière. Son nom, l'Homo touristicus grégaire. Je m'appelle Neil Johnson et je viens de Manchester. Donc nous, on part pour aller au soleil, visiter de beaux endroits et profiter de la musique. Les vacances sont donc très importantes pour notre famille. Chez les grégaires, jamais aucun conflit de génération. Les vacances, c'est avant tout le plaisir de se retrouver ensemble. Et c'est en meute qu'ils visitent l'attraction incontournable de l'île, le marché local. Le traité grégaire du touriste est fondamental. Le touriste aime bien être, je dirais, rassuré par le fait qu'il n'est pas seul. C'est en ce sens aussi qu'il ne s'écarte pas tellement des itinéraires, parce que d'abord, il peut tomber dans un mauvais lieu. Il est quand même un gibier idéal, aussi bien pour les arnaques, pour les vols. Donc ça le rassure d'être en groupe, évidemment, il est moins attaquable. Je pense que profiter de ces moments, c'est très important, parce qu'en vieillissant, ça sera sans doute moins facile. Mais revenons aux origines. À l'époque où toutes les sous-espèces de Touristicus n'en faisaient qu'une. Alors, qui étaient les premiers Homo touristicus ? Le tourisme, c'est une invention anglaise. C'est le grand tour des aristocrates anglais qui commencent à voyager donc à la fin du XVIIe et puis ça prend de l'essor au XVIIIe. C'est les jeunes gens qui vont faire un tour d'Europe. Il s'agit de se socialiser quand on fait un voyage, de découvrir l'autre, l'histoire des sociétés européennes. Pendant très longtemps, c'est un voyage aristocratique. Ensuite, il va y avoir au fur et à mesure des décennies de plus en plus de bourgeois qui vont aussi faire ce grand tour. En fait, une certaine forme de démocratisation arrive au milieu du 19e avec l'arrivée des transports en commun et notamment évidemment le train. La mutation de Homo sapiens en Homo touristicus se fait sous l'impulsion d'un Anglais strict, évangéliste et visionnaire, au nom encore aujourd'hui familier, Thomas Cook, l'inventeur des voyages en groupe.
Thomas Cook, c'est au départ quelqu'un qui lutte contre l'alcoolisme. Et en fait, il va vouloir organiser des galas anti-alcooliques. Et pour ça, il faut transporter des gens. Donc, il va en fait devenir organisateur de transport de personnes. Ça fonctionne bien. Et du coup, il va mettre en place des voyages pour emmener les Anglais visiter l'exposition universelle. Et ensuite, il va, fort de ce succès, il va développer en fait ses groupes un peu partout en Europe et en particulier en Suisse. Dès le départ, à partir du moment où il y a des voyages en groupe, ceux qui voyagent seuls vont se considérer comme voyageurs par opposition aux touristes. À peine les premiers Homo touristicus voient-ils le jour, ils sont déjà méprisés, raillés, déconsidérés. Le touriste, c'est celui qui reconnaît ce qui a déjà été fait par les autres. Donc, il n'apporte rien à la connaissance, au savoir, à la peinture, etc. À partir de ce moment-là, il ne peut être l'objet que de mépris. Et en plus, le tourisme, ça veut dire la massification du voyage. Et donc forcément, le regard cultivé sur ce voyage massifié ne peut être que méprisant, puisqu'il considère qu'on a une foule, une meute, une masse qui vient polluer des espaces qui n'étaient agréables que parce qu'ils étaient rares. Les gens partaient jamais en vacances, les gens avaient juste le dimanche, donc ils partaient pas de chez eux. Au milieu des années 1930, c'est au tour des Homo sapiens des classes populaires d'acquérir le gène touristicus et de se déplacer en banc vers la mer. Les congés payés, il y a le grand mythe français de 1936. En fait, c'est une toute petite portion des ouvriers qui sont partis. 1936, c'est resté comme une date marquante, mais en fait, il a fallu une quinzaine, voire une vingtaine d'années pour que les ouvriers comprennent qu'être en vacances, ce n'est pas juste dormir et qu'on pouvait avoir envie d'aller à la mer, etc. Donc il y a ces dates-là qui sont des dates de loi, et après, il y a la réalité sociale de la possibilité, pas seulement financière, temporelle, mais aussi dire psychologique, partir loin de chez soi, aller dans un endroit qu'on ne connaît pas. Il faut imaginer que c'est possible. Et puis à partir des années 50, c'est le boom. Il y a 25 millions d'arrivées internationales en 1950. Donc ça paraît rien aujourd'hui, on en est à 1 milliard pratiquement, mais à l'époque, voilà, c'est là où on date finalement la naissance de l'industrie touristique. Des années 1950 à aujourd'hui, sous le soleil, sur le sable et dans l'eau, le plaisir reste inchangé. Quelles que soient les distractions offertes sur l'île, le bord de mer reste encore et toujours le lieu de prédilection des Homo touristicus. Le sable et l'eau salée semblant les attirer irrésistiblement. Ils s'y prélassent, ils se regardent, ils se comparent, ils s'amusent, ils s'agitent. Il y a cette idée qui est portée d'un autre monde, de la liberté, de l'horizon, la caresse du vent, de l'eau. Il y a tout cet imaginaire. Et cet imaginaire que l'on ressent, on entend le bruit des vagues, là, hein, le plaisir des pieds dans l'eau, tout simplement. Au début du 19e siècle, ça on a complètement oublié. La mer fait peur. On met les habitations le plus loin possible de la mer. On a peur des naufrages, on a peur des tempêtes. C'est l'idée de la mort, la mer. On la fuit. Et c'est au milieu du 19e siècle que l'imaginaire se retourne. D'abord sur les injonctions des médecins. Ils trouvent que la mer peut avoir des effets bénéfiques, thérapeutiques. Alors, on conseille le bain à la lame. Celui qui va fouetter le sang, régénérer les organismes. Puis le code vestimentaire, le code de la pudeur va complètement changer. Début du XXe siècle, les femmes surtout, hein, c'est surtout des femmes que l'on parle, elles ne montrent pas une cheville. Montrer une cheville, c'est comme montrer une fesse aujourd'hui, quoi, hein. Donc c'est absolument impossible. Donc il y a toute une série de stratagèmes qui sont inventés. Et il y avait des espèces de carrioles qui amenaient les baigneurs au-dessus de la lame pour qu'ils puissent descendre et remonter alors que le vêtement, même couvrant, était un peu collant et montrait l'effort, mais ça on ne pouvait pas le montrer. Mais même avec tout cet attirail, on découvre la sensualité du bain de mer.
Et moins les corps sont couverts, plus les phéromones se libèrent et plus la libido se débride. Les Homo touristicus à peau rose se montrent de plus en plus audacieux au fil du temps, offrant leurs épidermes fragiles aux morsures sensuelles du soleil. Aguichés par des touristicus femelles devenues brusquement très réceptives, les mâles se livrent à une compétition sexuelle. Poses langoureuses, œillades insistantes, gestuelles équivoques. La plage devient le territoire de toutes les parades amoureuses. Frétillement des nageoires, approche à découvert, pieds de grue, marche en crabe, hérissement de poils. La plage, c'est le bonheur absolu. On se laisse aller, on peut s'endormir à moitié, on sent la caresse du soleil. Donc là, on peut buller, comme on dit. Mais buller, c'est extrêmement important. On ne fait rien, on était dans cet état un petit peu régressif dont on a tant besoin. Et dans ce moment où on se récupère, on flotte dans son univers, on flotte en soi-même. Et là, on se pose des questions sur soi et ça, c'est très important. Le terme de vacances veut bien dire ce que ça veut dire. On entre dans un autre usage du temps, on entre dans un autre usage de l'espace, de la relation à autrui, de la relation aussi à ses désirs. On change de registre d'activité. Et rien que ça, déjà, c'est du plaisir. Bercé par la torpeur estivale, Touristicus aime faire le lézard et se dorer au soleil. Mais d'après nos scientifiques, il n'en a pas toujours été ainsi. Au début du XXe siècle, le code de beauté, c'est la blancheur. Hein. Les femmes se promènent avec des petites ombrelles pour ne pas avoir un teint hâlé et bronzé. Et puis, ça commence dans l'avant-guerre, dans les années 30, les congés payés. Et puis ça explose dans les années 50, la soif de soleil. On se sent si bien. Et là, on entre dans la compétition de celui qui va être le plus cramé total. Il faut avoir sa dose de soleil maximum. Et la catastrophe, les dermatologues nous apprennent que c'est mauvais pour la peau, il faut faire très attention. Puis ils sont très durs quand même, ils sont à deux doigts de nous interdire la plage. Nous interdire la plage. Puis ils disent, mais on ne comprend pas, on leur dit à tous ces idiots qui vont sur la plage qu'il ne faut plus y aller, que c'est mauvais pour la peau. Ils continuent. Mu par cet héliotropisme, Touristicus a tendance à coloniser le milieu naturel et à le façonner selon ses désirs. En témoigne la prolifération sur les côtes maritimes d'habitats fermés, où tout est inclus. L'avantage de la vie en captivité est de tout avoir à portée de main. Ici, on est dans un espace familial. Cet espace de plage, il est serein, c'est une belle crique, les gens ont l'air contents d'être là et c'est quelque chose d'agréable pour des familles qui sont là, des familles qui vont en fait pas sortir du tout de l'hôtel puisque la boisson, la restauration, l'animation, tout est compris dans cet hôtel. Ça masque un peu la réalité d'un certain nombre d'effets de ce qu'on appelle le all inclusive, le tout inclus. Et en fait, on est peut-être dans ce que certains appellent la société d'hyperconsommation, et ce qui peut avoir des effets assez catastrophiques pour l'économie locale et notamment les commerçants qui finalement n'ont plus rien à vendre, enfin en tout cas n'ont plus de clients, parce que ces clients vont rester à l'intérieur. Je crois que lorsque les gens partent en voyage organisé, ils recherchent généralement le soleil, la mer et le sable, et aussi un peu de sexe et de sangria. Adepte d'un tourisme plus traditionnel, le philosophe Yves Michaud pose un regard critique sur ces parcs à Touristicus. Ici, c'est un lieu relativement protégé. On est à 1 kilomètre d'une des plus belles cala de l'île qui a été complètement démolie par les constructions touristiques. Le littoral est la première victime de l'afflux des Homo touristicus et de leur propension à s'agglutiner dans des clapiers en dur construits au plus près de l'eau. Aujourd'hui, les plages s'arrêtent au pied du béton.
Les modifications du paysage, c'est les constructions hôtelières, bon, celles qu'on voit le long des plages dans certaines zones particulières, et puis surtout avec le boom immobilier des années 60-70, et puis ensuite ça a continué après dans les années 90. Et puis il y a aussi la défiguration par les voies de circulation. À proximité des autoroutes et des constructions en béton, Jean-Claude Kaufmann explore un autre type d'habitat, où vient se loger, à la saison sèche, une sous-espèce de Touristicus nomade, le Touristicus campeur. Cet habitat rudimentaire en plein air ne s'est structuré qu'après la Première Guerre mondiale, avant de devenir une pratique courante, dans les années 1950. Là, on n'est pas dans la maison, on est dans un type d'habitat qui est dans la nature. Mais en même temps, même avec une petite tente comme ça, on essaie de reconstituer son petit habitat. Je vais mettre la petite table tout à l'heure, avec les petits fauteuils dans lesquels on est bien assis malgré tout, quoi. Donc c'est plus fort que soi. Il y a vraiment les adeptes du camping, véritablement, pas seulement pour des questions financières, parce que comme sur la plage, c'est une manière d'être plus à nu, dépouillé, plus simple avec les éléments de la nature et parfois plus facilement en contact. Il y a marqué montage en 2 secondes. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais fait, moi, ce truc-là. À l'époque, c'était très difficile, plein de piquets, de baguettes à brancher, etc. Alors maintenant, c'est tout simple. Donc, là, on va voir. J'ai pas l'habitude, hein. Ça va me péter à la figure d'un seul coup, ce truc-là. Je suis déjà au-delà des 2 secondes, hein, largement. Hein. Et voilà, c'est parti. Bon, elle est toute tordue, là, non? Ah, je suis tombé sur une pierre. Au centre de ce parc d'hominidés, la source, un lieu stratégique pris d'assaut dès l'aube. Autour de ce point d'eau, une ronde s'organise. À tour de rôle et à heure fixe, les Homo touristicus puisent l'élément vital pour préparer la nourriture, nettoyer les vêtements et laver leurs ustensiles. Et là, c'est un petit bonheur, ma foi, c'est le bien-être. La petite fraîcheur du soir, un moment de convivialité nouveau qui va arriver. On est dans un environnement complètement différent et on va essayer un peu de décoller d'une certaine manière, de sentir le vivre ensemble dans cet univers différent. Les prospectus continuent d'entretenir ce mythe. On nous parle d'expériences inédites et inconnues, de nouvelles merveilles hors des sentiers battus, de petites ruelles secrètes d'où l'on peut voir de l'architecture antique. Aujourd'hui, le paradis est peuplé d'une multitude de gens du monde entier. Parfois, on ne trouve nulle part où manger, tellement il y a de monde. Car la principale préoccupation de Touristicus est avant tout de se nourrir. Dans les ménageries du front de mer, pas besoin de chasser le gibier. Touristicus n'a plus qu'à s'approcher de la mangeoire pour trouver la nourriture qui lui convient. Une rapide analyse des plats permet d'établir que Touristicus est naturellement omnivore, mais qu'il ne mange pas les mêmes choses dans les mêmes proportions suivant son statut, son âge et son origine géographique. Devant l'abondante mangeoire, plus communément appelée buffet, Touristicus souffre de l'embarras du choix. Toujours surpris de vérifier qu'il peut miraculeusement se servir autant de fois qu'il le souhaite, sans que personne ne l'arrête. Quand on va dans tous ces hôtels dédiés au tourisme de masse, on ne trouve quasiment rien de local au menu. Les repas sont préconditionnés. Vous aurez de la cuisine anglaise, de la cuisine allemande. Pour Touristicus, le moment du repas a une double fonction. Il s'agit de se remplir la panse tout en favorisant la socialisation
et la communication intraspécifique. Pour être un petit peu original, moi je prends un hamburger. J'avais trouvé une choucroute, j'aurais pris une choucroute. Le tourisme, il est toujours assez syncrétique, parce que le touriste, il veut bien trouver de l'exotique, mais pas trop. Il veut de l'exotique où il se reconnaît. Rechercher de l'exotisme, être dépaysé, s'amuser. Après la nourriture, l'autre préoccupation fondamentale des Homo touristicus est de se défouler. C'est le cas de Koumi et Muriel, de passage sur l'île pour faire la fête. Tu dis que les mecs ils sont pas potables. Ça dépend combien de faim tu as. Hein. À peine arrivés, Koumi et Muriel se muent en Homo touristicus, noctambule. Autrement dit, en oiseau de nuit. La transformation s'opère aussi bien dans la tête que dans les apparences. Remisant au placard les oripeaux de leur vie passée, ces deux prédatrices nyctalopes s'emploient à rendre leur plumage et leur ramage étincelants avant de prendre leur envol pour capturer leur proie dans la nuit. Une chasse qui est à la fois un plaisir, un sport extrême, une dépense d'énergie et une débauche. Voici l'heure des célébrations nocturnes. Go hard or go home, mate. Go hard or go home! Les savants s'accordent à dire que chez les Touristicus, la fête que les sapiens réservent traditionnellement au samedi soir, c'est tous les soirs de la semaine, et parfois même en plein jour. Aujourd'hui, l'hédonisme prend de nouvelles formes. Vous avez un hédonisme de confort, un hédonisme de bulle, de rentrer dans la bulle, et puis il y a un hédonisme aussi de shoot, un hédonisme d'excès et d'intensité. Comme on a une vie qui est extrêmement normée, il y a les normes de sécurité, il y a les normes de bienséance, il y a les réglementations juridiques, il y a un besoin de transgression aussi. Alors là, je crois que dans les soirées de musique techno, on a exactement ça, c'est-à-dire l'effet du choc sonore. Et puis, bien sûr, il y a l'alcool, il y a les drogues, c'est ce que j'appelle un hédonisme d'intensité et de recherche de l'extrême. Et donc, dans le tourisme, il y a les deux, hein, parce que vous avez aussi des formes de tourisme de l'extrême qui consiste à aller dans des endroits dangereux. Je crois que les gens ne se rendent pas dans un lieu s'ils en ont peur. Ils ont peur d'eux-mêmes. Ils se lancent le défi de partir, de vivre des choses différentes. Et puis ils reviendront parce qu'on a tout fait pour qu'ils se sentent à l'aise. C'est toujours très marrant de voir que dans les récits des touristes, ceux qui ont échappé à des catastrophes et qui ont failli en mourir, eh bien, en général, considèrent que c'était la partie la plus intéressante du voyage. Quelqu'un qui a dérivé 2 jours sur un voilier, une fois que c'est passé, c'est son meilleur souvenir. C'était vraiment le caractère exceptionnel de l'expérience touristique. C'est ce qu'on recherche dans le tourisme. Mais en même temps, on voudrait bien ne pas y rester. C'est durant ces célébrations nocturnes, alors que le bruit assourdissant empêche toute communication verbale, que s'opère la véritable rencontre avec l'autre. À l'affût des signaux émis par d'éventuels partenaires, dopés par la puissance du son et par l'absorption de substances euphorisantes, Touristicus ouvre grand ses émetteurs et récepteurs biochimiques. Il ose enfin communiquer avec son corps. Il suffit de regarder les marronniers des revues féminines ou autres dans les vacances, c'est voilà, comment vous allez draguer, comment faire belle parce que l'amour de l'été va durer, etc. Donc on part en vacances, on part à l'étranger, on part au soleil, c'est un relâchement des corps et donc en fait évidemment si on va travailler son corps, on va se relâcher, etc. Le sexe fait partie de ce qu'on va chercher en vacances.
Ainsi, la saison chaude participe au cycle de reproduction de l'espèce Touristicus. L'été provoque des pics de natalité et la propagation de MST, des moments de volupté et des cœurs brisés, un délicieux rapprochement des peuples et quantité d'abus des plus puissants envers les plus démunis. Changement de décor. Après les excès de la nuit, direction les régions les plus reculées de l'île, où prolifèrent des formes de vie touristiques plus archaïques. En route vers son poste d'observation au milieu des champs, l'anthropologue Jackie Waldren médite sur le besoin de certains Touristicus de renouer avec la nature et leurs racines. Un retour à la terre qui, selon elle, traduit un désir de s'écarter des sentiers battus du tourisme de masse pour retrouver le goût authentique des bonnes choses. Primates végétariens, ces Homo touristicus pratiquent souvent la cueillette, se nourrissant de fleurs et de produits bio locaux, pour le plus grand bonheur des cultivateurs de l'île. Las flores también las siembro, porque esto sí que lo hago yo. Las siembro para poder tener flores para ponerlas en las mesas y algún ramo que hacemos a los clientes. Muy bonita. Y todo esto. Y a las verduras y esto se pone químicos para... No. Y mira, estos tomates son gigantes, mira. Estos tomates son las que se dicen mucha miel y son una pasada. Estos son pimientos de ensalada. Sí. Tout ce qu'ils servent est élevé et produit ici. Les porcs, les poulets, les lapins, les agneaux. C'est assez extraordinaire. Mais elle dit que cela a toujours été comme ça, avant même l'arrivée des touristes. Ce qu'ils ont fait, c'est donc juste d'étendre leur système de valeurs pour accueillir le touriste, pour qu'il ait véritablement conscience de ce qu'est la vie rurale. De toute façon, ce qui est authentique, c'est de réinventer. Je suppose que l'authenticité, c'est lorsque l'on marche à travers la campagne, qu'on ne pense même pas qu'il puisse y avoir des touristes. Vous croisez juste un paysan dans un champ, il ramasse des figues et il vous en offre une. Ça, c'est authentique. Là, ici, c'est en fait la version luxueuse de tout cela. Sí, esto es muy bonito, muy bien arreglado. Esto seguramente el agroturismo le ayudó a mejorar las condiciones. Claro, ¿no? Que sí. Lo que hacemos con el agroturismo, nosotros lo que hacemos es mejorar la finca. Grâce à Touristicus, des modes de vie ancestraux perdurent. Des traditions sont préservées, voire réinventées, uniquement pour satisfaire sa curiosité. En fait, toute l'histoire du tourisme, c'est aussi une histoire de la réinvention des traditions. Au début du 19e, avec le romantisme, etc., on a des gens qui vont regarder des traditions, parce que la paysannerie disparaît, donc en fait on s'intéresse à la paysannerie, on codifie en fait, les érudits, les savants de l'époque vont codifier les traditions folkloriques, notamment les danses, les chants, etc. Et en même temps, finalement, vont les promouvoir. Comme il s'agit de bâtir une offre culturelle, les spécialistes parlent de mise en tourisme, hein, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Il est évident qu'on va se mettre à reconstruire du passé tel qu'il n'a jamais existé. Puis alors on restaure des traditions, on restaure des usages, on restaure du folklore. Et donc on va ressusciter des choses qui étaient quasiment mortes et on va les ressusciter sous une forme qui soit plus présentable, qui soit photographiable, qui puisse passer en vidéo, qui puisse être diffusée au cinéma. Et on va formater en quelque sorte la tradition culturelle. C'est quelque chose qu'on peut observer un peu partout dans le monde. Et finalement, le folklore breton réinventé pour les touristes, comme le folklore balinais réinventé pour les touristes, c'est à la fois effectivement un spectacle et c'est en même temps des moments de réinvention culturelle. Et il ne faut pas croire que les gens qui dansent ne sont pas conscients du fait que là, ils sont en train de faire un spectacle. Il faut aussi voir que le tourisme, ce n'est pas toujours de l'ouverture. Il y a des gens qui viennent surtout pour en profiter.
La plupart des touristes qui viennent dans l'île, quand on leur dit « Qu'est-ce que vous avez fait de culturel ?» ils disent « Rien ». Qu'est-ce que vous avez mangé de typique? Ils disent « On n'a rien mangé de typique ». Ils sont venus pour profiter, disons, du plaisir que donne l'expérience du séjour, mais ils se foutent complètement de la culture locale. À défaut d'enrichissement culturel, les souvenirs de vacances des Homo touristicus se résumeront le plus souvent à des trophées de pacotille. La plupart des gris-gris que les gens rapportent d'ici sont fabriqués en Chine ou en Tunisie et n'ont rien de local. Hein. En fait, le touriste, il veut surtout rapporter quelque chose de symbolique. Et donc, ce qu'il va vouloir rapporter, c'est quelque chose qui marque qu'il y a été et qui est symbolique de la rencontre qu'il a fait. Ça donne naissance à ce qu'on appelle très couramment l'art d'aéroport. Hein, les poteries précolombiennes fabriquées à la chaîne, les céramiques fabriquées à la chaîne, les petits bijoux hippies, post-hippies fabriqués à la chaîne, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'art d'aéroport. Mais Touristicus ne se contente pas d'accumuler les objets kitsch, gadgets en toc et autres gris-gris bon marché. Pour se fabriquer des souvenirs, il collectionne aussi les clichés pittoresques. Ce qui est très intéressant quand on travaille sur le tourisme, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort entre l'histoire du tourisme et l'histoire de la photographie. C'est-à-dire, parce qu'il y avait des touristes, il fallait avoir des appareils photo qu'on puisse transporter. Qu'il y avait des gens qui partaient, qui avaient besoin de partir avec un matériel transportable. Et puis de plus en plus portable et de plus en plus petit. Autrefois, ça n'existe plus, mais il y avait les soirées diapos où on embêtait les amis, parce que les amis, ils s'en foutaient complètement des photos qu'on leur montrait, quoi, parce qu'on avait vécu, on avait vu des choses, on était sorti de sa vie ordinaire, on avait vécu plus fort, et on voulait le montrer. Allez, petite photo. Alors, les photos avec le numérique, on en prend de plus en plus. Donc, on veut garder à tout prix le souvenir, au point parfois qu'on peut ruiner les vacances, parce que passer son temps à penser à faire la photo plutôt que vivre l'événement, quoi. On étale en fait, on a la liste des trophées, et ces trophées, ça n'est plus les trophées de chasse, des grandes chasses aristocratiques qu'on allait chercher sanglier dans les forêts de Pologne, mais on revient avec un certain nombre de trophées qui sont, voilà, j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud et je peux vous dire que je suis allée là où il fallait aller. Boutiques souvenirs, hôtellerie, restauration, loisirs. L'afflux d'Homo touristicus a pour effet de stimuler l'économie locale et de favoriser le développement des espèces indigènes. L'industrie des services compte toujours plus d'employés, fournissant tout ce dont les touristes ont besoin. Les responsables du ménage dans les hôtels, les serveurs, les réceptionnistes, les chauffeurs de camions, de taxis et de cars qui sont toujours plus nombreux. Effectivement, ça crée des emplois, mais ça crée des emplois très peu qualifiés, peu payés, etc. Pour certains pays, en fait, les recettes générées reviennent essentiellement dans les pays des gens qui partent, des voyageurs. Il y a un certain nombre d'analystes qui disent par exemple que 80% de ce qu'un touriste du Nord dépense dans un pays du Sud revient au pays du Nord. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dépenser va revenir dans un pays d'Europe, et en particulier l'Allemagne, parce que le premier pays qui bénéficie du tourisme en termes de revenus, c'est l'Allemagne. De toute manière, le tourisme, où que ce soit, et dans un premier temps, il est facteur de développement. Les locaux attendent le touriste comme la manne céleste, hein, je veux dire. Parce qu'en règle générale, en plus, le tourisme concerne plutôt des endroits qui sont pauvres. Donc dans un premier temps, le tourisme, il apporte de l'argent, il dépense, il favorise des infrastructures locales. Bon, ensuite, bien évidemment, dans un second temps, il y a une modification. La vie est modifiée, les mœurs sont modifiées, la culture est modifiée, le paysage est modifié. On va tirer sur les ressources naturelles, sur l'eau aussi, hein, il y a un tirage beaucoup sur l'eau. Il va y avoir production d'ordures, etc. Et donc, troisième temps, si on n'essaye pas de le gérer un peu raisonnablement, il va devenir destructeur.
Le touriste, il laisse toujours des déchets, parce qu'il pollue, il détruit, il use, il exploite la ressource. Ce qui me frappe aussi, c'est que les gens ils se baignent quasiment dans le port, ne regardent pas la qualité de l'eau, c'est pas ça qui les préoccupe. Il faut que ça soit tout de suite à disposition. S'il y a un point sur lequel la notion de développement durable a un sens, c'est pour le tourisme. Moi, je pense que là, il faut calculer qu'est-ce qui est économiquement, politiquement et je dirais écologiquement le plus souhaitable pour l'avenir. C'est une discussion politique aujourd'hui, parce qu'il y a des endroits qui sont saturés et on ne peut plus y rentrer. Je veux dire, Venise est un cas typique où il y a un stress touristique énorme. Personnellement, une tendance qui me semble souhaitable du point de vue d'un développement durable, c'est la création la multiplication de sortes de parcs à thème touristiques. C'est le style tourisme de Las Vegas. Faire du faux, quoi. Faire du faux pour le touriste. Et en plus, il sera content parce qu'il trouvera que c'est encore plus authentique que le vrai, parce qu'il n'y a pas d'ennui, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de mauvaises herbes, il n'y aura pas de mauvaise odeur, etc. Bon, et je pense qu'on ira de plus en plus vers une parcathémisation. Versailles, les tombeaux des empereurs, la Grande Muraille, c'est de la parcathémisation. Vous visitez que des tronçons de la Grande Muraille, les tombeaux des empereurs, il y a même des ascenseurs pour descendre. Je veux dire, vous êtes vraiment maintenant dans du Disney. Rituel incontournable des soirs d'été, le coucher du roi Soleil, vénéré comme une divinité. Touristicus grégaire, noctambule, croisiériste, sédentaire et campeur, tous se retrouvent pour assister à la fin du jour. Ils ont tous bénéficié de son rayonnement pendant la journée et viennent au crépuscule lui rendre un dernier hommage. La boule incandescente est sur le point de disparaître sous l'horizon. C'est le moment pour les Homo touristicus de rêver, de trinquer, de s'embrasser et de se promettre amour éternel. La tension est palpable, l'excitation monte, le ciel rougit, le paysage devient irréel. Dans les étreintes, il y a déjà de l'appréhension, comme si chaque soir, Touristicus redoutait l'extinction de l'espèce, la fin de son monde, la fin des vacances. C'est l'apothéose de la fin du séjour. Mais ni les couleurs du ciel, ni les danses du feu ne parviennent à endiguer la nostalgie qui s'empare de nos spécimens. Telle la mer se retirant à marée basse, les Homo touristicus s'apprêtent à refluer vers leur écosystème d'origine. Bientôt, ils reprendront leur routine de sapiens. Mais ils reviendront, de plus en plus nombreux. Ils reviendront ici, et ils iront ailleurs. Ils iront partout. Contact. Stop.